Aladdin et la lampe merveilleuse, la deuxième partie. Sans perdre plus de temps, il partit en courant, très impatient de retrouver sa mère. Quand la brave femme le vit, il poussa de grands cris. « Mon enfant, mon chéri, moi qui te croyais mort, que t'il est arrivé ?» Aladdin raconta ce qui s'était passé et lui montra la lampe qu'il avait apportée, ainsi que les diamants, les perles et les pierres, mais croyant voir du verre. Il n'en fit aucun cas et les mit dans une boîte où il les oublia. Quant à la lampe, il décida de la vendre le lendemain. C'était le seul moyen de racheter du pain, car son fils, affamé, avait tout dévoré. Il prit donc un chiffon et assicua l'objet. Or, 2 secondes après, il le laissait tomber en ouvrant des yeux ronds. Un curieux personnage se tenait devant elle, affreux comme un démon. Pourtant, ce qu'il lui dit était plutôt gentil. « Je suis le génie de la lampe. Fais-moi part de tes souhaits, ils seront exaucés. » Mais ce fut Aladdin qui parla le premier. « Nous voulons à manger. » Sitôt dit, sitôt fait, le génie apporta non seulement du pain, mais 2 bouteilles de vin et de mets succulents sur le bout plat d'argent. Il y avait de quoi faire au moins 4 repas. Ce soir-là, croyez-moi, Aladdin et sa mère dormirent le ventre plein. Les jours suivants aussi, d'ailleurs, maintenant qu'ils savaient comment faire apparaître le génie bienfaiteur, ils ne se privaient plus. Un petit coup de chiffon sur la lampe du bonheur. Et 2 minutes après, le repas était prêt. Or, comme à chaque fois, le génie apportait récipients et couverts. Ils eurent bientôt des plats, des fourchettes, des cuillères, à ne savoir qu'en faire. Aussi décidèrent-ils de vendre sans tarder cette vaisselle inutile. Il était en argent, et la vendirent très cher. Adieu malheur, adieu misère. Aladdin et sa mère avaient enfin trouvé comment gagner leur vie sans trop se fatiguer. Ils continuèrent ainsi durant plusieurs années. Aladdin grandissait et chaque jour s'instruisait, lui qui avait affaire à de riches commerçants, après les bonnes manières de l'art de distinguer le diamant et le verre. C'est ainsi qu'il comprit que les fruits colorés cueillis dans le verger étaient de pierres précieuses et qu'il avait chez lui une fortune fabuleuse. Il en était encore à compter son trésor et à se demander comment le dépenser, quand un grand événement bouleversa ses pensées. Badr el-Boudour, fille aînée du sultan et princesse de Oran, vint un jour à passer, suivie de ses servants, et s'en allait au bain, l'éventail à la main et le visage voilé. Impossible de savoir si ce que l'on disait de sa grande beauté était vrai. Aladdin, intrigué, la suivait de son mieux, sans se faire remarquer, puis une fois sur les lieux, caché derrière une porte, il ouvrit de grands yeux. Sous le voile qu'elle ôta, la princesse révéla un visage merveilleux. Non, jamais de sa vie, Aladdin n'a vu une fille aussi jolie. La seconde qui suivit, il était amoureux. Il courut chez sa mère et lui raconta tout. Elle crut qu'il était fou, surtout lorsqu'elle lui dit qu'il voulait l'épouser. « Épouser la princesse !» s'écria la brave femme. « Mais son père est sultan, et nous deux, mon enfant, nous sommes de pauvres gens. »« Pas si pauvres que ça, répliqua Aladdin.
Et elle alla chercher la boîte qui contenait, depuis tellement d'années, le trésor ignoré cueilli dans le verger. Elle lui montra les perles, les diamants, les rubis, et lui dit « Elles sont vraies. Chacun de ces diamants vaut certainement plus cher que tous les plats d'argent que nous avons vendus. Si tu vas au palais avec un tel présent, je suis persuadée que tu seras reçu. » « Au palais, dit la mère, mais je n'oserai jamais. Que dirai-je au sultan? Que ton fils aime sa fille et qu'elle veut l'épouser. Puis, tu déposeras ton cadeau à ses pieds. Oh, je t'en prie, maman, si tu ne le fais pas, je crois que je mourrai. » Comme elle était timide et comme elle avait peur, la maman d'Aladin, le lendemain matin, quand elle alla frapper aux portes du palais, elle tenait son cadeau serré contre son cœur. Une grande coupe contenant les pierres et les diamants recouverts d'un lin blanc. Ce qui la rassura, c'est qu'il n'avait pas seul. Des dizaines de gens venaient, parfois de loin, demander au sultan un conseil ou une faveur, et cela presque chaque jour. Et il était reçu, passionnément, un à un. Il s'assit dans un coin et attendit son tour. Mais lorsqu'il arriva, il se fit si petite qu'on ne la vit même pas. Aladin la gronda en la voyant rentrer, toute confuse et penaude, les bras encore chargés des pierres et des diamants, si bien qu'il lui promit de parler au sultan le jour suivant sans faute. Mais ce jour-là, hélas, elle était à la chasse, et elle trouva fermées les portes du palais. Quelle affreuse déception pour la pauvre Aladin. Plus le temps s'écoulait, plus il s'impatientait. Il crut mourir d'amour jusque le lendemain matin. Cette fois-ci, cependant, sa mère vit le sultan et l'a reçu assis sur son trône étincelant. Il ne s'en approcha que lorsqu'il lui fit signe. Il s'inclina très bas pour lui baiser les pieds. « Que puis-je pour vous, bonne femme ?» lui dit-elle, sans attendre qu'il se fût redressé. La malheureuse tremblait et n'osait pas parler. « Allons vite, dépêchez. »« Sœur, finit-il par dire, je crains que ma demande ne blesse votre majesté. Elle est si audacieuse, si folle, si insensée. » Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.